On a tous des projets, des biens, une famille, mais est-ce qu'on a vraiment une vision claire de sa situation financière globale? Eh bien, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle l'étude patrimoniale. On va voir ensemble comment cet outil peut transformer une situation qui paraît complexe en une stratégie vraiment limpide pour l'avenir. Avoir une maison, un peu d'épargne, bon, ça c'est une chose. Mais comment est-ce que tous ces éléments interagissent? Comment peuvent-ils servir un vrai projet de vie? Obtenir cette fameuse vue d'ensemble, c'est ça le vrai défi. Il ne s'agit pas juste de faire une liste, mais bien de comprendre la dynamique de son propre patrimoine. L'objectif, il est triple. D'abord, il faut sécuriser ce qui a été durement gagné. Ensuite, bien sûr, faire fructifier ce patrimoine, mais de manière intelligente. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, tracer une véritable feuille de route pour l'avenir. C'est vraiment la fondation de toute décision financière qui se veut solide. Alors voici notre plan de route pour aujourd'hui. On va d'abord voir pourquoi cette analyse est si cruciale. Ensuite, on regardera quelles sont les pièces qui la composent avant de voir comment tout ça débouche sur une stratégie concrète. C'est parti. On commence par la base. À quoi ça sert vraiment cette analyse? Pourquoi est-ce que c'est une étape qu'on ne peut pas sauter? En fait, cette analyse, c'est un véritable diagnostic financier. Elle permet d'abord d'orienter la situation actuelle, ensuite de protéger les actifs qui existent déjà. Mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, elle révèle des opportunités de croissance qu'on n'aurait pas vues autrement. Le résultat de tout ça, une stratégie sur mesure, et pas une solution toute faite qui ne correspond à personne. Alors, quelles sont exactement les pièces de ce puzzle financier? Pour avoir une image vraiment claire, chaque élément doit être à sa place. Allez, on les assemble ensemble. Tout commence par une phase de collecte d'informations. Et oui, pas de bonne analyse sans les bonnes données. Il s'agit de rassembler tous les documents pertinents, que ce soit les actes de propriété, les contrats d'assurance. C'est un vrai travail de fond, mais il est absolument essentiel pour la suite. La toute première pièce du puzzle, l'état civil. Célibataire, marié, avec ou sans enfant, ça peut paraître très personnel, mais en réalité, chaque statut a des conséquences juridiques et fiscales qui sont directes. C'est vraiment le socle de toute la stratégie patrimoniale. Ensuite, on a les actifs immobiliers, la résidence principale, les investissements locatifs. C'est souvent la partie la plus visible du patrimoine, la plus stable aussi, mais attention, c'est aussi la moins liquide. Il est donc crucial de bien l'évaluer. Troisième grande pièce, les actifs financiers. Là, on parle des actions, des assurances-vie, des placements divers. C'est un peu le moteur de croissance du patrimoine. Et contrairement à l'immobilier, ces actifs sont bien plus flexibles, mais ils peuvent aussi être plus volatiles. Et enfin, la pièce qu'on a parfois tendance à oublier, les dettes. Crédit immobilier, prêt à la consommation. Pour connaître la vraie valeur d'un patrimoine, il faut absolument soustraire tout ce qui est dû. Le patrimoine net, finalement, c'est ce qu'on possède vraiment une fois tout payé. Revenons un instant sur l'état civil. Pourquoi est-ce que c'est si fondamental? Tout simplement parce que le statut personnel change complètement les règles du jeu en matière de patrimoine. En effet, le régime matrimonial, c'est la clé de tout. Qu'on ait un contrat de mariage ou non, les règles de propriété au sein du couple sont radicalement différentes. C'est ce régime qui définit ce qui appartient à chacun et ce qui est commun. Et cette distinction, elle est cruciale en cas de séparation ou de succession. Prenons les deux cas les plus courants. Sans contrat, on est par défaut en communauté réduite aux acquêts. Concrètement, une voiture achetée par une seule personne pendant le mariage appartient en fait aux deux. À l'inverse, avec un contrat de séparation de biens, cette même voiture reste sa propriété exclusive. On voit bien que ce sont deux logiques, avec des conséquences radicalement différentes. Bon, la structure est posée. Maintenant, passons à la dynamique. L'analyse de la situation financière. Ici, on ne regarde plus seulement ce que l'on possède, mais bien les flux d'argent, ce qui entre et ce qui sort chaque mois. L'enjeu ici, il est assez simple. C'est la situation financière qui va déterminer la capacité d'épargne. Et c'est cette capacité qui permet d'atteindre les grands objectifs, que ce soit préparer sa retraite ou financer les études des enfants. Tout part de cet équilibre entre les revenus et les charges. Un des tout premiers indicateurs qu'on va regarder, c'est le taux d'endettement. C'est un ratio simple, mais qui en dit long. Il compare le total des mensualités de crédit aux revenus. C'est un véritable baromètre de la santé financière. La barre symbolique, elle est souvent fixée à 35%. Alors pourquoi 35%? Parce que, au-delà de ce seuil, les banques considèrent que le reste à vivre n'est plus suffisant pour faire face aux imprévus. Et dépasser ce seuil, c'est prendre le risque de se voir refuser de futurs projets de financement. Mais attention, les déclarations seules ne suffisent pas. La vérité, elle se trouve dans les relevés de compte. C'est là, noir sur blanc, qu'on voit le train de vie réel, les abonnements qu'on a oubliés, les dépenses de loisirs. C'est le passage de la théorie à la réalité concrète du budget. L'analyse, elle est presque chirurgicale.
Étape 1, on vérifie la stabilité des revenus. Étape 2, on identifie toutes les charges qui reviennent tous les mois. Et l'étape 3, qui est souvent la plus intéressante, on traque les dépenses qui sortent de l'ordinaire. Ce sont souvent elles qui racontent l'histoire la plus juste. Et nous voilà à l'aboutissement de tout ce processus. Toute cette collecte, toute cette analyse, ça ne mène qu'à une seule chose, une stratégie. C'est le moment où le diagnostic se transforme enfin en plan d'action. C'est un peu là que la magie opère. La situation, qui pouvait sembler être un nœud très complexe, commence à se démêler. Avec toutes les données en main, le chemin à suivre devient beaucoup plus évident. La clarté remplace l'incertitude et les décisions, forcément, deviennent plus faciles à prendre. En somme, cette analyse est une véritable radiographie financière. Sans elle, un conseil n'est une simple supposition. Avec elle, on peut enfin proposer des stratégies d'optimisation ou d'investissement qui sont non seulement efficaces, mais surtout qui sont parfaitement adaptées à la situation. Voilà, le diagnostic est posé. La situation est claire, les objectifs sont définis. Il reste la question essentielle, et maintenant? Quelle est la toute première action à mettre en place pour que ce plan devienne une réalité? C'est tout l'enjeu de la mise en œuvre.